Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule sur le chapitre 7. Dans cette capsule, on va regarder un petit peu plus en détail les réactions acide-base du point de vue de titrage. Les titrages, c'est quelque chose qu'on fait au laboratoire quand même assez fréquemment, surtout comme technique d'analyse. Donc c'est quelque chose que vous allez voir assez fréquemment. On va en faire pas mal dans les laboratoires, donc vous allez commencer à être habitué quand même d'en faire. Une des choses que vous allez utiliser fréquemment pour faire des titrages acide-base, ce sont des indicateurs acido-basiques. Les indicateurs acido-basiques, c'est des indicateurs qui vont changer de couleur selon le milieu, parce que c'est des indicateurs qui sont en fait soit des acides faibles ou des bases faibles. Donc, ils changent de forme en milieu, soit qu'ils sont en milieu basique ou en milieu acide. Leurs formes vont changer de couleur. Donc, par exemple, si j'ai un indicateur coloré qui est sous une forme acide, donc HIN pour indicateur, donc un indicateur qui est sous sa forme acide, donc en milieu pH acide, par rapport à sa forme lorsqu'il est en solution basique, donc IN-, donc indicateur, mais sans son H+. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsqu'il est sous la forme acide, il va avoir une certaine couleur. Lorsqu'il est sous la forme basique, il va avoir une autre couleur. Donc, c'est ce qui arrive lorsque vous avez un changement de couleur, c'est parce que la forme de l'indicateur coloré change lors de la réaction. Vous avez le choix pour plusieurs types d'indicateurs colorés. Donc, en laboratoire, on peut utiliser ces indicateurs colorés-là. Les différences, c'est qu'ils vont changer de couleur à différents pH. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut analyser. Si on veut analyser un titrage où le changement de pH se fait autour de, par exemple, 4 de pH, il va falloir à ce moment-là utiliser un indicateur coloré où son changement, ici, vous voyez la zone de changement de couleur, se fait autour du pH désiré. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, autour de 4, soit le méthyl orange ou le bleu de bromophénol qui changerait de couleur autour d'un pH de 4. Donc, en autant que la zone qui est utilisée et où le pH change normalement pour la réaction, à ce moment-là, on verrait un changement de couleur au bon endroit lorsqu'on fait le titrage. Un des indicateurs colorés qu'on utilise assez fréquemment, c'est la phénophtaléine. La phénophtaléine change de couleur incolore à rouge autour des pH de 8 à 10. Donc autour de 8 et 9, on a un changement de couleur qui est visible pour la phénophtaléine. Donc les réactions de titrage, ce sont des réactions de neutralisation. Les réactions de neutralisation, c'est quoi? C'est une réaction entre un acide et une base qui se forment pour ensuite donner généralement un sel et de l'eau. Par exemple, si j'utilise HCl plus NaOH, qui est une des réactions qu'on a faites au laboratoire, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un sel, soit NaCl, ou si vous voulez l'écrire Na plus Cl-, parce que techniquement ce sont des ions, plus de l'eau. Donc on va toujours former de l'eau et un sel, généralement, lorsqu'on est en train de faire une réaction de neutralisation. Donc ici, en réalité, là, le Na+, puis le Cl- ne participent pas à la réaction parce qu'ils proviennent d'un acide fort puis une base forte. Donc le Na+, le Cl-, c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Donc techniquement, ils font rien dans la réaction, puisque ce qui réagit, c'est vraiment le H+, et le OH-, donc le H+ du HCl et le OH- du NaOH. Donc techniquement, on pourrait réécrire sous la forme où, étant donné que les H+, ça n'existe pas réellement, en H+, dès que ça va être dans l'eau, ça va être des H3+. Donc H3+, c'est la forme acide de l'eau, plus OH-, qui est la forme basique de l'eau. Donc quand ces deux-là réagissent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des molécules d'eau. Donc H3+ donne le H+ à OH-, donc ça me donne une molécule d'eau, plus qu'est-ce qui va rester de H3+, lorsqu'on retire le H+, ça nous donne une autre molécule d'eau. Donc, au net,
on forme de l'eau lors des titrages en milieu aqueux. Donc, c'est quoi la technique de titrage? La technique de titrage, c'est de combiner des réactifs où on connaît les proportions stoichiométriques. Par exemple, on sait que c'est du 1 pour 1, ou on sait que c'est du 2 pour 1, ou du 3 pour 1, en autant qu'on connaisse combien on a besoin d'un réactif par rapport à l'autre. Et le point auquel on a les quantités stoichiométriques, donc les bons ratios, donc si c'est du 1 pour 1, on met la même quantité en nombre de moles de chacun des réactifs, soit le titrant, qui est le réactif qu'on met dans la burette. Donc, par exemple, dans le laboratoire, ce que vous avez utilisé comme titrant, c'est le NaOH, c'est ce que vous avez mis dans la burette. Et l'analyte, qui est le réactif dans l'Erlenmeyer. Donc, on a utilisé, ce sont les acides qu'on a mis dans l'Erlenmeyer dans nos laboratoires, soit le HCl ou le vinaigre, qui était le CH3COH. Lorsqu'on a les quantités stoichiométriques entre le titrant et l'analyte, donc les deux réactifs, c'est ce qu'on appelle le point d'équivalence. Donc le point d'équivalence, c'est lorsque le même nombre, le bon nombre stoichiométrique, donc si c'est du 1 pour 1, c'est le même nombre de moles d'un réactif que de l'autre, parce que lorsque c'est du 1 pour 1, c'est le même nombre de moles. Si jamais c'est du 1 pour 2, c'est lorsqu'on a un certain nombre de moles, puis on a 2 fois plus de l'autre, pour arriver aux bonnes quantités stoichiométriques. Donc ça dépend vraiment de votre réaction. Ça veut dire vous devez toujours avoir équilibré la formule chimique de la réaction pour pouvoir savoir c'est quoi vos coefficients stoichiométriques. Donc, lorsque c'est du 1 pour 1, lorsque c'est du 1 pour 2 ou du 1 pour 3 ou tout autre rapport stoichiométrique entre vos réactifs, il faut le savoir. Okay? Parce que ça va changer comment vous allez faire vos calculs. Donc, grâce au titrage, on va pouvoir évaluer ce qu'on appelle le point d'équivalence, soit par ce qu'on appelle la potentiométrie, qui est par la lecture du pH. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait en laboratoire, donc dans le laboratoire 4, où on a titré le vinaigre, on a pu suivre par le pH le point d'équivalence lorsque le pH change drastiquement, ou encore, on peut le faire aussi à l'aide d'un indicateur approprié. Donc, comme j'ai montré, il y a plusieurs choix d'indicateurs qu'on peut utiliser. Donc, on choisit le bon indicateur, puis avec précision, on peut déterminer c'est quoi le volume qu'on a besoin d'une solution en connaissant sa concentration. Donc, la concentration doit être connue, solution qu'on appelle étalon. Donc, solution étalon, c'est quoi? C'est une solution dont la concentration est connue. Donc, si on connaît sa concentration, on sait combien de volume on a utilisé et on sait combien de volume on a utilisé de l'autre composante, de l'autre réactif. À ce moment-là, on peut déterminer la concentration du réactif qu'on cherche. Alors, le point d'équivalence, c'est ce qui est vraiment important dans vos réactions. Si jamais vous avez un titrage acido-basique en proportion stoichiométrique de 1 pour 1, à ce moment-là, le nombre de moles sont équivalents, donc égaux. Donc, on peut poser l'équation suivante, soit CA fois VA est égal à CB fois VB. Donc, par exemple, NaOH plus HCl, c'est du 1 pour 1. Donc, c'est 1 NaOH plus 1 HCl nous donne la réaction de neutralisation. Donc, nous donne du Na+, plus du Cl-, plus de l'eau. Ce qui est de l'autre côté de votre neutralisation, c'est pas très, très important dans votre cas. C'est vraiment vos ratios ici qui sont les plus importants. Donc, la concentration Ca, c'est la concentration de l'acide en mol par litre. Le Va, c'est le volume de l'acide. On peut l'utiliser en millilitres ou en litres, en autant que le volume Va et le volume Vb soient les mêmes en termes d'unité. Donc, ça veut dire, si votre Va est en millilitres, il faut que votre Vb soit aussi en millilitres. Si votre Va est en litres, il faut aussi que votre Vb soit en litres. Le Cb, c'est votre concentration de la base utilisée. Donc, dans le cas qui est ici, NaOH, c'est notre base. Donc, si on connaît sa concentration, Cb, si on connaît le volume utilisé, Vb. Dans le cas qui est ici, le HCl, c'est notre acide, donc Ca, avec le volume utilisé Va. Donc, généralement,
quand on utilise cette équation-là, c'est qu'il y a un des 4 termes qu'on ne connaît pas. Soit qu'on ne connaît pas la concentration de l'acide ou de la base, mais qu'on connaît les 3 autres, ou encore on cherche le volume, soit le volume de l'acide ou le volume de la base, mais on connaît le reste. OK? Donc ça, c'est l'équation que vous allez utiliser le plus fréquemment. Elle est valable seulement lorsque c'est du 1 pour 1. Elle serait aussi valable pour du 2 pour 2 ou 3 pour 3, en autant que c'est toujours le même chiffre. C'est ça que c'est important. Par contre, si les coefficients de l'acide et de la base ne sont pas égaux, ça veut dire, si j'ai besoin de plus d'acide que de base, ou le contraire, j'ai besoin de plus de base que d'acide, à ce moment-là, c'est plus du 1 pour 1, puis on ne peut pas utiliser cette équation-là. Par exemple, si j'ai besoin de 3 NaOH pour un acide particulier qui aurait 3 H acides, à ce moment-là, j'ai besoin de faire d'utiliser 3 fois plus de NaOH. Donc, si j'ai au total 1 mol de HCl, ben, j'ai 1 mol de l'acide, mettons que c'est pas de HCl, mettons, on parle de l'acide citrique. Alors, quand on va faire le laboratoire sur l'acide citrique, justement, ça va arriver. L'acide citrique, lui, c'est un acide qui a 3 H acides. Donc, si j'utilise l'acide citrique avec le NaOH, il va falloir que j'utilise 3 NaOH pour pouvoir titrer un acide citrique. Donc, j'ai besoin de 3 fois plus de NaOH en termes de mol que d'acide citrique. Donc, clairement, le côté de l'acide va être 3 fois plus petit que le côté de la base. Donc, si j'ai 3 moles de NaOH, ça titre 1 mol de mon acide citrique. Mais 3, c'est pas égal à 1. Donc, je ne peux pas utiliser l'équation CaVa est égal à CbVb parce que le nombre de moles n'est pas équivalent. Il y a un ratio. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que CaVa divisé par la valeur stoichiométrique, c'est ce qu'on utilise généralement. Ça veut dire, ici, étant donné que c'est du 1 pour 1 dans le NaOH plus HCl, Ca fois Va divisé par 1, ben le 1, on peut l'enlever. C'est pour ça qu'on ne le met pas. Mais si le ratio est différent que du 1 pour 1, ou du 2 pour 2, ou du 3 pour 3, parce que ça s'annule, si vous aviez du 1 pour 3, à ce moment-là, il faudrait diviser le côté qui a la valeur stoichiométrique de 3 par 3 dans l'équation de CaVa est égal à CvBB. Si jamais ce n'est pas clair, on va en parler un petit peu plus justement dans le laboratoire. Puis il va y avoir aussi quelques exercices à faire là-dessus. Si jamais ça vous cause problème, on pourra en reparler rendu là. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va faire en laboratoire des titrages, comme j'ai dit, il y a 2 méthodes. Soit on y va avec un indicateur coloré, ou on y va avec le pH. Je vous montre un petit peu qu'est-ce qui arrive avec un pH. Donc, la courbe de titrage, si on prend les valeurs de pH à différents volumes, lorsqu'on est en train de titrer un acide fort par une base forte. Donc ça, c'est bon, par exemple, ici, on est en train de titrer du HCl par du NaOH. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au départ, on est très, très acide. On a du HCl en très, très grande concentration. Puis lentement, on est en train d'ajouter du volume de NaOH. Donc, avec la burette, on est en train de faire tomber des gouttes de NaOH. Puis lentement, ce qui arrive, c'est que le pH va lentement monter, très, très lentement. Donc, on est dans la première zone où ça va très lentement. Puis, lorsqu'on va approcher du point d'équivalence, donc où on va avoir le titrage complet, ça veut dire que la réaction de neutralisation va se faire complètement à ce point-là, point d'équivalence. Donc, le CaVa est égal à CvBB. À ce point-ci, on a un très grand changement de pH pour un petit changement de volume. Donc, vous voyez ici, la courbe augmente drastiquement. Donc, on a un saut de pH. Le grand saut de pH démontre que le point d'équivalence est à ce niveau-là. Donc, le volume qui est ici, là, dans ce cas-ci, c'est 20 ml, parce qu'on a utilisé 20 ml de HCl à une certaine concentration, puis on avait la même concentration de NaOH. Et vu que c'est du 1 pour 1, lorsqu'on fait le calcul CaVa est égal à CvVB, on arrive à un VB de 20 ml. Donc, 20 ml de NaOH qui est utilisé pour titrer le HCl, le 20 ml de HCl à 0,5 mol par litre
par du NaOH de 0,5 mol par litre. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on arrive à 20 ml, qui est le point d'équivalence? C'est qu'on a un saut très fort en termes de valeur de pH. On saute de pratiquement 3 de pH à pas loin de 11. Okay? Et c'est ce qui va vous arriver aussi au laboratoire, normalement. Par contre, une des différences pour ce qui est de lorsqu'on utilise un acide fort par une base forte, le point d'équivalence va toujours être un pH qui est égal à 7. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on utilise un acide faible ou une base faible lorsqu'on fait le titrage. Si jamais on a un acide faible qui est titré par une base forte, le pH ne sera pas de 7, va être différent. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc normalement, lorsqu'on fait un choix de notre indicateur coloré, donc vous avez ici 4 différents indicateurs colorés. Parmi ces indicateurs colorés-là, le premier qui est ici en bas n'est pas dans la zone de changement de pH. Donc ça ne serait pas un choix qui serait bon, puisqu'on n'est pas dans le gros saut de pH. Pour avoir un bon choix d'indicateur coloré, on doit avoir le changement de couleur qui se situe le plus possible vers le centre du changement de votre pH. Donc, ça veut dire ici le gros saut de pH. Donc, le 2 serait pas si mal, quoique un petit peu au début, mais c'est pas si pire que ça. Donc, on aurait pu choisir le bleu de bromophénol, mais on peut choisir le bleu de bromothymol ou la phénophtaline, puis ça serait pas des mauvais choix. Tous ces trois-là seraient des bons choix de changement de couleur, puisqu'ils se trouvent tous sur le grand saut de pH. Puis, ils n'ont pas vraiment de grosses différences là, en termes de volume pour ce qui est de changer de couleur dans cette zone-là. Donc, vous avez vraiment sur le titrage d'un acide fort par une base forte, ces 5 zones-là. Vous avez la première zone où le pH est très faible parce qu'on est à une concentration qui est très forte en acide. Il va augmenter lentement au fur et à mesure qu'on ajoute la base. Donc, on va neutraliser tranquillement l'acide au départ, dans la première zone. Ensuite, dans la zone 2, lorsqu'on commence à approcher de votre point d'équivalence, le pH commence à monter beaucoup plus rapidement, okay? Parce qu'il reste presque plus d'acide à ce moment-là par rapport à la base qu'on est en train d'ajouter, puis ça affecte beaucoup plus le pH, cette quantité de base qu'on ajoute. Lorsqu'on arrive au point d'équivalence, ça veut dire que là, le pH monte brusquement. À ce moment-là, on a le point qu'on appelle stoichiométrique, donc ça veut dire que c'est du 1 pour 1 ou du 1 pour 2. On a les bonnes quantités de chacun des réactifs, exactement. Donc, on a tout neutralisé l'acide avec la base. Lorsqu'on a un acide fort par une base forte, ce qu'on va former, c'est de l'eau puis un sel. Puis ce sel-là est un sel qu'on appelle neutre. Ça veut dire qu'il va donner une solution qui va être égale à un pH de 7. Ça, c'est bon pour un acide fort avec une base forte seulement. Ensuite, si on continue, on passe un petit peu plus loin que le point d'équivalence. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le pH va continuer à s'élever parce qu'on commence à ajouter plus de bases. Donc, on dépasse combien de bases je devrais avoir. Fait que la base, c'est là qu'elle est en excès. Puis, quand je continue encore plus, ben là, je commence à avoir tellement ajouté de base que même si j'en ajoute juste un petit peu, ça ne fait plus vraiment de changement. Si je reviens en arrière ici, lorsque je dépasse le point d'équivalence, vous voyez ici, je continue à ajouter de la base, fait que ça commence ça change encore le pH, ça l'augmente. Puis là, plus j'en ajoute, moins ça a d'effet parce qu'il y en a déjà beaucoup de bases que j'ai ajoutées en excès, fait que même si j'en ajoute une goutte ou deux, ça ne change pas grand-chose au pH au total. Mais quand je suis autour du point d'équivalence, ça a un plus gros changement. Lorsque j'ajoute juste une petite goutte, ça peut faire un gros changement de pH. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je prends un acide faible, comme l'acide acétique, donc l'acide du vinaigre, puis que je le titre par du NaOH, donc une base forte. Donc, généralement, on titre un faible avec un fort tout le temps. On ne va jamais utiliser un faible avec un faible parce que
là, on va avoir de la difficulté à contrôler la réaction. On va toujours avoir au moins un des deux qui va être fort pour pousser la réaction le plus possible. Mais si on prend un des deux qui est faible, comme par exemple ici c'est l'acide qui est faible, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir des zones un petit peu différentes à ce qu'on avait précédemment. Donc on a la zone 1 où on a un changement quand même de pH quand même rapide. Hein. On est des pH acides, mais pas aussi acides qu'avec HCl, parce que HCl, c'est un acide fort, donc c'est sûr que pour des mêmes concentrations, on va être beaucoup plus acide qu'un acide faible. Donc ici, on commence un pH qui est un petit peu plus élevé, donc moins acide, mais à chaque goutte de NaOH qu'on va ajouter, il va y avoir un changement un petit peu plus drastique, jusqu'à temps qu'on arrive à une zone qui est la zone autour de la moitié de la neutralisation. Ça veut dire, lorsque j'ai à peu près neutralisé la moitié de mon CH3COH avec du NaOH, donc j'ai mis 50% du NaOH que je devrais mettre pour arriver au point d'équivalence, donc ce qu'on appelle la demi-neutralisation. Ce point-là est très très spécial parce qu'à ce point-là, j'ai une solution tampon parfaite. Solution tampon, je vous rappelle, on l'a vu dans la capsule précédente, donc avec l'équation d'Anderson et Kullback. Donc le pH est égal à pKa plus le log de la concentration de A- sur la concentration de HA. Lorsque je suis à moitié de la neutralisation, donc demi-neutralisation, ma concentration de A- par rapport à ma concentration de CH3COH, elle est pareille. Ça veut dire que j'ai un log de 1, donc un log de 1, c'est 0. Donc, le pH est égal à pKa à la demi-neutralisation. Donc, ça, c'est une des choses que vous allez remarquer lorsque vous allez faire votre titrage avec votre courbe de titrage avec les pH. Vous allez voir qu'à la demi-neutralisation, ça veut dire au volume, à la moitié du volume de votre neutralisation. Donc, si c'est 20, la moitié c'est 10. Donc, à 10, vous allez avoir un pH qui va être égal au pKa. Donc, si je fais ma lecture ici sur mon graphique pour une valeur de volume de 10, qui est la moitié de mon volume de neutralisation, j'ai le pH qui est égal au pKa pour l'acide en question, donc le CH3COH. Donc, cette zone-là, c'est la zone qu'on appelle la solution tampon, parce qu'on est en train de former une solution tampon durant la neutralisation. Mais si je continue à ajouter du NaOH, ça va continuer à changer jusqu'à temps que je brise ma solution tampon. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté tellement de NaOH que là, j'ai affecté les concentrations relatives de mon acide faible avec ma base conjuguée pour tellement produire de base conjuguée que là, j'ai quasiment presque plus d'acide de départ. Donc, l'acide faible en a presque plus. Fait que là, je commence à augmenter pas mal en pH. Donc ici, il va y avoir un gros changement. Puis là, j'ai mon saut de pH. Il n'est pas aussi prononcé. Oh, excusez. C'est pas ça que je veux faire. Il n'est pas aussi prononcé que lorsque je l'avais avec un acide fort avec une base forte. Donc pour un acide faible avec une base forte, le saut est plus petit. Et en plus, vous voyez ici, le pH pour le point équivalent n'est pas égal à 7. Parce qu'on est en train de former sa base conjuguée, donc la base conjuguée de l'acide faible de départ, c'est quand même une base faible, donc c'est pour ça que le pH au point équivalent est plus grand que 7, parce qu'on a formé quand même une base qui n'est pas si mal, hein, contrairement à lorsque je partais d'un acide fort. Un acide fort, sa base conjuguée est extrêmement faible, elle ne fait rien. Tandis qu'un acide faible, sa base conjuguée, elle est aussi faible, donc elle peut elle aussi réagir. C'est pour ça qu'au point équivalence, donc la zone 4, j'ai une valeur de pH qui est plus grande que 7. Finalement, si je continue à ajouter du NaOH, j'ai la même chose que pour le HCl avec le NaOH, c'est que j'augmente en pH, puis j'arrive jusqu'à à peu près un plateau, parce que là, à ce moment-là, j'ai tellement d'excès de NaOH d'ajouter que ça ne change plus grand-chose au pH. Donc, vous avez 6 zones ici qui sont vraiment décrites en détail. J'en ai parlé là avec la courbe en tant que telle. Donc, au début, la zone 1, le pH est plus élevé au début du titrage comparé à un acide fort, parce qu'on est avec un acide faible. Donc, ça veut dire qu'il est juste partiellement dissocié. Donc, il y a moins de H3O+ dans la solution. Hein? pH est égal à moins le log de la concentration H3O+. Ensuite, lorsqu'on ajoute du NaOH, le pH augmente lentement
au fur et à mesure que la base commence à neutraliser l'acide. La zone neutre, c'est le point de demi-neutralisation. Donc le point de demi-neutralisation, je vous rappelle, c'est l'endroit où le pH est égal au pKa, parce que vous avez des concentrations d'acide et sa base conjuguée qui sont égales. Là, il manque le T de son. Donc, sont égales vu que 50% de l'acide a été neutralisé par la base forte. Donc, on a 50% de l'acide de départ, puis 50% de sa base conjuguée qui forment une solution tampon parfaite. Si je continue, je passe à la zone 3. Donc, le pH continue à augmenter. Il s'élève beaucoup plus brusquement parce que là, je suis sorti de la zone tampon, puis je suis à l'approche du point d'équivalence. Fait qu'il reste presque plus d'acide. Puis à chaque base que j'ajoute, ça affecte fortement le pH. La zone 4, c'est le point d'équivalence, donc au point stoichiométrique. Ça veut dire si c'est un rapport de 1 pour 1, ben, j'ai mis 1 de l'acide pour 1 de la base, donc ça s'est tout annulé. Ou si c'est un ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3, j'ai trouvé la bonne quantité. Donc on a tout neutralisé l'acide avec la base. À ce point-là, le pH est plus grand que 7. Ça, c'est différent d'un titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, un acide faible par une base forte. Pourquoi le pH est plus grand que 7? C'est parce que la base conjuguée de l'acide faible est en solution dans l'eau, puis génère des OH-, ce qui rend le milieu légèrement basique. Le CH3CO- plus de l'eau donne du CH3COH plus des OH-. On va libérer des OH-, donc ça va rendre le milieu un petit peu basique. Si je continue à ajouter du NaOH, le pH continue à s'élever, parce qu'on ajoute un excès de base à ce point-là. On a dépassé le point équivalent. Et dans la zone 6, plus loin, où je commence à avoir un plateau, donc l'ajout de plus de base en excès finit par stabiliser le pH, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment ajouté beaucoup de NaOH. Fait que là, ça ne change pratiquement rien rendu là. Donc, quand on parle de point de virage par rapport au point d'équivalence, le point de virage, c'est le moment où l'on détecte un changement perceptible de couleur de l'indicateur coloré utilisé lors du titrage. Donc, ce point-là, généralement, on le veut le plus possible à ce qu'il soit le plus proche possible de ce qu'on appelle le point d'équivalence. Parce qu'on veut détecter le changement de couleur au moment où on a un changement de pH. Mais si on ne choisit pas le bon indicateur coloré, le point de virage et le point d'équivalence pourraient être légèrement différents. Si on choisit un indicateur coloré qui a un point de virage qui est le plus proche du point d'équivalence, on va avoir pratiquement le même volume. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir un bon indicateur coloré qui change de couleur lorsque on est le plus proche possible du changement de pH du point d'équivalence. Et c'est ce qu'on veut, nous, quand on veut choisir un bon indicateur coloré. Alors, avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice sur un exercice qui est similaire à ce qu'on va faire à ce qu'on a fait en laboratoire. Donc, où on va faire, ça dépend à quel moment vous écoutez cette capsule. Ce qu'on va faire comme exercice, là, c'est un test de contrôle qualité où on désire déterminer la concentration exacte d'un vinaigre blanc commercial, donc CH3COH dans l'eau. On titre 10 ml de ce vinaigre à l'aide d'une solution de NaOH de concentration de 0,998 mol par litre. Lorsque le point de virage de l'indicateur de phénophtaline est atteint, on lit un volume de 9,55 ml de NaOH sur la burette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on sait qu'on va avoir un volume de 9,55 ml de NaOH, dont on connaît la concentration, puis on sait qu'on a titré 10 ml de vinaigre. Donc ça va être nos valeurs lorsqu'on va vouloir calculer quelque chose. Maintenant, pour le A, je vous demande d'écrire l'équation de neutralisation qui est effectuée. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que je prends du CH3COH plus du NaOH. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc, normalement, c'est quelque chose que vous devriez avoir vu dans le laboratoire. Donc, vous devriez savoir quoi écrire comme équation. Sinon, je vais vous rappeler c'est quoi. Évidemment, il y a toujours de l'eau qui est produite plus un sel. Pour le B, je vous demande de calculer la concentration exacte du vinaigre en mol par litre.
Donc, c'est là que vous devez utiliser l'équation CAVA est égal à CVVB. On a 3 valeurs, il vous en manque une, c'est de calculer la concentration de vinaigre, donc la concentration d'acide. Le C, on vous demande, sachant que sur l'étiquette, on lit 6,0% masse volume pour le vinaigre, est-ce qu'il est conforme? Donc, je rappelle, pour savoir si quelque chose est conforme, il faut avoir un pourcentage qui est plus gros que cette concentration-là lorsqu'on fait le titrage. Ça veut dire qu'on doit dépasser 6. Il faut avoir au moins 6 ou plus. Maintenant, quand on va faire le calcul, il y a deux façons de le faire pour le C. Soit que vous transformez 6% masse-volume en mol par litre pour pouvoir comparer avec votre B, ou vous faites l'inverse, vous prenez le nombre de mol par litre, puis vous le convertissez en pourcentage. L'un ou l'autre fonctionne, il faut juste être dans les mêmes concentrations. Donc moi, je vais le faire d'une façon, mais si vous l'avez fait de l'autre façon, ça pourrait être bon également. Alors, je vous laisse faire cet exercice-là. Vous devriez être capable de le faire sans trop de difficultés. Parce que c'est toutes des choses qu'on a déjà vues, que vous avez probablement déjà fait quelques exercices, ou encore que vous avez travaillé pour le laboratoire. Donc, ça ne devrait pas causer de problème. Donc, mettez la vidéo à pause, puis lorsque vous allez revenir, on va parler de la solution, de la réponse. Alors, pour ce qui est de la réponse, pour l'exercice 6, voici, on va avoir, excusez-moi, j'ai juste enlevé la barre ici, parfait. On peut se voir un petit peu plus. Alors, pour le A, première chose, qu'est-ce qu'on a? On a CH3COH plus NaOH. Donc ça, c'est ma réaction. Assurez-vous d'avoir le bon ratio stoichiométrique. Donc c'est du 1 pour 1 ici. Parce que j'ai un H acide, donc avec une base qui est une base qui enlève un H à la fois, le NaOH. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne du CH3COONA. Donc ici, je vous ai spécifié que c'est du CH3CO- puis NA+, mais si vous l'avez pas mis les ions, c'est pas grave. J'accepterai aussi, là, sans les charges, ça serait correct. Si vous les avez légèrement séparés, c'est correct aussi. C'est juste pour vous montrer que lorsqu'on enlève le H puis qu'on le donne à OH-, ça devient, donc je prends le H+, puis ici c'est Na+, puis OH-. Donc vous devez savoir que ça ici, NaOH, c'est un composé ionique, Na+, OH-. Puis la portion qui est vraiment basique, c'est le OH-. Le Na+, fait pas grand-chose, va juste venir contrebalancer les charges. Donc c'est un contre-ion, un ion spectateur. Donc ici, quand le H acide s'en va, ça nous laisse avec CH3CO-. Puis là, le H+, va aller s'additionner sur le OH-. Donc ça nous donne H2O. Donc ça, c'est l'H2O, toujours présent lorsque je fais un titrage. Puis, le CH3CO-, lui, va se balancer avec le Na+, pour former quelque chose de neutre au total, donc CH3CONA. Donc ça, c'est notre sel. Maintenant, pour le B. Le B, c'est un calcul avec CAVA, donc CA fois VA est égal à CB fois VB. Ça, c'est bon parce que c'est un ratio de 1 pour 1. Hein? Votre équation ici, c'est du 1 pour 1. Donc, j'ai le droit d'utiliser cette équation-là telle qu'elle. Je n'ai pas à diviser un des deux côtés par une valeur stoichiométrique parce que c'est du 1 pour 1. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais isoler le CA parce que c'est ce que je cherche dans mon problème. Je cherche la concentration d'acide. Ma concentration d'acide, ça va être la concentration de la base fois le volume de la base divisé par le volume de l'acide utilisé. Donc, j'ai une concentration de base qui m'est donnée dans le problème, 0,998 mol par litre. J'ai le volume de la base que j'ai utilisé, 9,55 ml. Et je divise par le volume de l'acide que j'ai utilisé. Donc, généralement, le volume de l'acide, c'est que je l'ai ajouté par une pipette. Donc, comme vous avez fait en laboratoire, vous avez pipeté par des pipettes de 10 ml. Donc, ici, même chose. On a 10 ml d'acide qu'on a analysé. Donc, c'est pour ça que le volume est ici de 10,00 ml. Donc, calcul, ça nous donne une concentration de 0,953 mol par litre.
Maintenant, pour le C, pour savoir si un vinaigre est conforme, on doit comparer la valeur obtenue expérimentalement. Elle doit être égale ou plus élevée que la valeur sur la bouteille. Il faut donc comparer les concentrations avec les mêmes unités. Je veux dire, modifier la concentration en mol par litre pour la changer en pourcentage masse-volume, ou le contraire, changer les masses-volume en mol par litre. Donc, si vous êtes parti du 6% masse-volume, qui était écrit sur la bouteille, vous l'avez changé en mol par litre, c'est correct. Vous allez comparer votre mol par litre avec celui que vous avez obtenu. Puis normalement, vous devriez avoir une valeur qui soit égale ici ou plus grande que ce qui était écrit sur la bouteille. Donc, votre 6%, quand vous le changez, il faut que ça soit plus petit que ce qui est écrit ici en B. Ou égal. Maintenant, si vous avez fait le contraire, soit vous avez changé les moles par litre ici en pourcentage masse-volume, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, les deux façons sont bonnes. Moi, je vous montre qu'est-ce que moi j'ai fait. Donc, je suis parti du 0,953 mol pour 1 litre de solution. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai converti ça pour l'avoir en pourcentage masse-volume. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux changer mon nombre de moles en masse, puis le volume en litres, je vais le changer en millilitres pour faire mon calcul final en pourcentage masse-volume. Donc, j'ai 0,953 mol de CH3COH. Donc, la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Donc, 0,953 mol fois 60,06 grammes par mol. Ça me donne 57,237. Donc, j'ai gardé 3,7 pour avoir plus de chiffres que le nombre de chiffres significatifs que je devrais garder, juste parce que c'est un calcul intermédiaire. Donc, ça, c'est en grammes pour le CH3COH, mon ingrédient. Maintenant, je veux calculer le pourcentage masse-volume. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois prendre ce nombre de grammes-là divisé par les millilitres de solution totale. Là, je sais que c'est 1 litre, mais 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, tout de suite, je fais 57,237 grammes divisé par 1000 millilitres fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Ça me donne 5,72% masse-volume. Donc, 5,72% masse-volume, c'est qu'est-ce que nous, on a obtenu lorsqu'on l'a analysé expérimentalement. Est-ce que cette valeur-là, elle est égale ou plus grande que celle qui est écrite sur la bouteille, qui est de 6,0? La réponse est non. Donc, puisqu'on a obtenu une valeur qui est plus petite que le résultat qui est écrit sur la bouteille, soit 6,0, le vinaigre qui est analysé est donc non conforme. Donc, normalement, il faudrait dire, ben c'est pas conforme, fait qu'il faut le retourner, ou il faut s'assurer que toute la batch qui provient, ou tout le lot qui a été fait de ce vinaigre-là soit retourné parce qu'il n'est pas conforme avec ce qu'on devrait vendre sur le marché. Donc, les analyses qui sont comme ça là, pour ce qui est des tests de contrôle de qualité, c'est justement contrôler la qualité des produits qui vont être en vente. Donc, on doit s'assurer que ça correspond à ce qui est écrit pour la personne qui va acheter le produit en question. Donc, si jamais vous avez fait ça de cette façon-là, c'est correct, mais si vous l'avez fait dans le contraire, ça veut dire que vous avez pris le 6% et vous l'avez converti en mol par litre, vous devriez arriver à la même conclusion à la fin, comme quoi c'est non conforme. Mais c'est sûr que vous avez fait le contraire, vous avez pris le 6 grammes par 100 ml, puis vous l'avez ramené en mol par litre, donc vous avez divisé par la masse molaire pour le 6 grammes, puis vous avez pris le volume, puis vous l'avez converti en litres pour avoir le nombre de mol par litre, puis vous comparez ce nombre de mol par litre-là avec 0,953 mol par litre. Donc, soit vous faites cette méthode-là, ou celle que j'ai faite, les deux sont équivalentes pour ce numéro-là. Alors, avec ces exercices-là sur les titrages, vous en aviez encore plus que vous pouvez faire pour vous pratiquer avec les exercices pour le chapitre 7. Moi, je vous invite à les faire le plus que vous pouvez. Puis, vous avez aussi tout ce qui est par rapport au laboratoire. Évidemment, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire, de faire des exercices sur les titrages, puisqu'on en fait pas mal dans les laboratoires, dont l'examen de laboratoire, comme je l'ai dit, ça va être un titrage. Donc, je m'attends à ce que vous mettiez un peu de l'emphase là-dessus lorsque vous allez faire des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et sinon,
D'ici là, à la prochaine fois, on se voit pour la dernière capsule sur le chapitre 7. Au revoir. Ou en tout cas, les 2 dernières. On verra bien. Soit une ou 2. Donc, à la prochaine.